As-tu peur de la mort? Est-ce que c'est sain d'en parler aussi peu? Au contraire, comment apprivoiser la mort peut donner du sens à ta vie? Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Ilios Kotsou pour parler du tabou ultime, la mort. Salut Ilios. Salut. Alors, je te présente en 10 secondes. Tu es docteur en psychologie, expert en méditation et auteur de nombreux livres, dont le dernier « Quand la mort éclaire la vie », coécrit avec beaucoup de gens, notamment Christophe André, qui vient de passer dans le podcast, ou Mathieu Ricard, pour changer notre regard justement sur la fin de vie, sur la mort, avec du coup ces regards croisés d'un philosophe, d'un moine, de neuroscientifique et de psy. Je trouve que l'intro du livre, elle est géniale. Je reformule légèrement, mais tu écris comme la mort est souvent associée à la souffrance ou la peur, c'est un sujet qu'on évite par pudeur, par crainte ou par déni, et aussi parce que on a appris à pas en parler, alors que on va tous mourir, quoi. Et du coup, est-ce que le savoir, ça peut nous amener à mener une vie qui nous ressemble plus, nous aider? Est-ce que ça peut nous aider à donner toute sa valeur à chaque instant qui passe? C'est ce paradoxe fascinant de la mort que je trouve que tu mets super bien en avant dans le livre. Elle est partout dans les médias, dans les séries, ce qui t'écrit la rend banale, mais aussi un peu irréelle. Et simultanément, sur un plan intime, en fait, elle est quasiment absente de nos vies. À part quand on perd un proche ou si tu travailles dans un hôpital, par exemple, on la croise pas souvent ou de près en tout cas avant d'être vieux. Au contraire, justement, on cache nos vieux dans des EHPAD, ils meurent souvent seuls, etc. Et donc en fait, la mort est devenue invisible, tout comme la vieillesse, alors qu'au Moyen Âge, vous écrivez qu'elle était omniprésente. Je trouve ça incroyable ce paradoxe de la mort invisible, alors que on s'y dirige tous, quoi. Oui, en effet, si on a une certitude, c'est celle-là. Et peut-être que la question qui nous est posée, c'est qu'est-ce que je fais du temps qu'il me reste entre maintenant et ce moment-là? Et comment est-ce que je l'habite de la manière la plus juste possible pour avoir une vie qui ait du sens? Je crois que c'est tout le sens justement de ton travail, qui est comment est-ce que je peux nourrir ce sens dans la vie? Dans la recherche scientifique, il y a énormément d'études qui nous montrent à quel point la proximité de la mort peut être un facteur positif, qui nous amène à vivre davantage notre vie, ou négatif. Et je pensais à la crise de la Covid. On avait la mort partout, dans tous les journaux, tous les jours, le décompte des morts. Alors, d'une part, c'est un phénomène très anxiogène, et d'autre part, ça restait en même temps une statistique. Une mort tenue à distance. Ouais, des courbes froides. Oui. Et je crois que ce qui a été, pour moi en tout cas, un des grands absents de la crise de la Covid, ça a été ça. Une réflexion réelle sur la mort, sur la valeur de la vie, sur ce que c'était que vieillir, ce que c'est que mourir. Et il m'a semblé que c'était terriblement absent au niveau philosophique. La mort était là partout, et en même temps, elle n'était nulle part en termes de sujet, de réflexion profonde qui donne du sens à nos existences. Ouais. Bon, j'imagine qu'on déconstruit pas en 2 secondes un tabou aussi violent et que... C'est marrant parce que les gens trouvent ça glauque, mais moi je trouve ça non seulement essentiel, mais aussi hyper intéressant de parler de la mort. Bien sûr que c'est violent, c'est triste, mais c'est aussi humain, intime et quand même central dans nos vies. Et pourtant, on n'en parle pas ou peu. Enfin, c'est tabou. On dit même, je sais pas, il s'en est allé plutôt que juste, il est mort. Oui. Et moi, je me rappelle en prépa, j'avais cette citation qui m'avait marqué de Rousseau. Nous savons que nous sommes mortels, mais nous ne le croyons pas. Et c'est tellement ça. On le sait depuis qu'on est petit qu'on va tous mourir, mais on fait comme si c'était pas vrai, comme si ça allait jamais arriver. Et ce que tu dis est vrai à un point où la recherche a même découvert qu'il y avait un mécanisme neurocognitif impliqué dans le déni de notre propre mort. Et donc c'est intéressant lorsque on évoque la mort de quelqu'un d'autre, les zones du cerveau qui sont impliquées dans la prédiction des événements futurs, et donc elles s'activent et ça nous fait penser qu'il y aurait une prédiction possible de la mort de quelqu'un d'autre. En revanche, si je pense à ma propre mort, eh bien, c'est notre visage qui est présenté, par exemple, sur une image, ça ne s'active pas. Le système de prédiction ne s'active pas. Et donc, c'est tellement menaçant qu'il semblerait que même au niveau neurobiologique, il y ait quelque chose là qui nous protège d'être trop vite confrontés à notre propre mort. Ce qui peut être sain aussi pour se protéger, mais de basculer à l'autre extrême, pas forcément, quoi. Oui, et c'est ce que l'on voit aussi dans les recherches, c'est que la confrontation à l'idée de la mort, pour certaines personnes, est négative. Et en fait, ça amène à être davantage agressif envers ce qu'on appelle les personnes de l'out group, le groupe auquel on ne s'identifie pas, qui est souvent l'autre, l'autre qui est
le ou la réfugiée, la migrante, la personne qui a une couleur de peau différente, la personne qui a une orientation sexuelle différente, et ainsi de suite, un genre différent. Et donc c'est pas quelque chose de très positif. Ça peut amener des troubles obsessionnels compulsifs, ce qu'on appelle les TOC. Hein. On se lave les mains ou on va dépenser son argent de manière irréfléchie, et donc amener des attaques de panique. Et la question, c'est évidemment, confronté à la mort, ça peut nous amener à nous comporter de manière complètement déraisonnable. Mais pourquoi ? Parce que justement, on n'a pas apprivoisé ce sujet de la mort. Et on sait que le déni, c'est pas beaucoup mieux. Et donc voilà, être dépassé, comme souvent être dépassé par la peur de la mort n'est pas une bonne chose pour nous, mais nous couper de la mort, c'est pas une bonne chose non plus. Toi, tu y as été confronté de près et très jeune avec la perte de tes parents à 16-17 ans. Est-ce que tu accepterais de nous en parler ? Bien sûr. Aujourd'hui, c'est possible. C'est vrai que j'ai vu aussi le prix qu'il y avait à payer lorsqu'on évite quelque chose. Ma mère avait le cancer et on me cachait son état. Alors, je vivais dans le sud de la France, elle était en Belgique, et on me dit « ta mère vient de mourir ». Alors, le choc a été très violent, mais il a été tellement violent que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait semblant que rien ne m'était arrivé. Et donc, j'étais dans le déni de la mort, au fond. Et ce qui était drôlement intéressant, c'est que, vu de l'extérieur, les personnes autour de moi pensaient que j'étais extrêmement résilient. En disant, mais regardez, on lui apprend la mort de sa mère, et il est déjà souriant juste quelques heures après. Et au fond, bien sûr, il y avait un petit morceau de ma manière d'être à la vie qui était de ça. Mais il y avait surtout pour moi une incapacité c'était tellement immense ce qui m'arrivait. T'es obligé de mettre un masque, oui. Voilà. Mais en fait, je suis obligé à ce moment-là de faire semblant qu'il n'y a rien. Ça paraît immense, c'est le déni de la mort, pourtant elle est là devant moi, et je vis comme si la mort n'était pas là au fond, comme si ma mère n'était pas décédée. Et le prix à payer, c'est ma sœur qui l'a payé, qui aurait eu tellement besoin de quelqu'un pour l'écouter, pour prendre soin d'elle, pour entendre sa peine, pour pouvoir ensemble pleurer et faire ce deuil, et c'était pas possible. Incapable que j'étais de faire face à la mort dans ma propre vie, je n'étais bien sûr pas capable d'être à l'écoute de la tristesse de ma sœur dans ces moments-là. L'évitement de la mort, évidemment, nous amène à éviter la vie. Si j'évite la mort, j'évite aussi ce qui est important, puisque la mort de ma mère et puis la mort de mon père d'ailleurs aussi l'année qui a suivi, donc ces deux morts-là, c'était éviter de pouvoir évoquer leur mémoire, et donc éviter de révoquer des situations où ils étaient, éviter de révoquer ce qu'ils m'avaient apporté de positif. Et donc ce tabou au fond, dans le cas de mon père en tout cas, mon père il est décédé d'un suicide, et donc là voilà, il y avait un tabou supplémentaire. Il y avait la mort, et puis la manière dont on meurt n'est pas la même. Je crois que quelqu'un qui meurt de manière qui est considérée comme étant normale, douce ou héroïque, je crois que c'est plus facile d'en parler que quelqu'un qui meurt de manière en plus qui n'est considérée comme n'étant pas légitime peut-être pour l'environnement social dans lequel on est. Oui, il peut y avoir toutes des questions de honte, de pourquoi, de... Tout à fait. Forcément, il y a une intentionnalité qui est différente d'un accident de voiture. Oui. Merci d'avoir le courage d'en parler. Alors, je crois que je peux en parler aujourd'hui parce que j'ai apprivoisé cette question-là. Ça m'a pris du temps, et c'est pour ça que j'ai pas de jugement par rapport au temps qu'il nous faut. Je crois que les saisons intérieures dans la vie de chacune d'entre nous sont très différentes, qu'on ne peut pas les accélérer. C'est un peu comme les feuilles, c'est l'automne, les feuilles mortes tombent, elles vont se décomposer, et elles ont besoin de se décomposer dans cet humus pour que la vie reparte. Et si je ne laisse pas les feuilles se décomposer, lorsque c'est l'hiver dans ma vie intérieure, c'est un peu comme si je venais avec un chalumeau en me disant là il faut que ça aille plus vite, et je détruis en fait. Je me permets pas. Mais moi il m'a fallu du temps pour pouvoir digérer ça. Et c'est vraiment ça, c'est aller sur le pas de la porte de la maison intérieure, d'ouvrir la porte, et ce qui me semblait être un fantôme que j'avais fui, de pouvoir me réconcilier avec ça. La personne en fait qui m'a aidé, elle avait aussi eu cette même question de la mort d'un parent. Elle m'a dit, grâce à ce travail, j'ai pu apprivoiser la question de la mort. J'ai transformé un fantôme qui, par définition, court toujours plus vite que nous, on ne peut pas échapper à nos propres fantômes, en une fleur dans mon jardin intérieur. Et cette fleur-là, je peux l'arroser parfois de quelques larmes. Est-ce que c'est pas tellement différent? Le fantôme que je fuis ou le jardin dont je prends soin? Il y a un auteur américain que j'aime bien, Ryan Holiday, qui se balade toujours avec une petite pierre dans la poche où c'est écrit Memento Mori, rappelle-toi que tu vas mourir. Pas pour te plomber le moral, mais pour te rappeler au contraire la chance que tu as d'être en vie. C'est un truc inspiré de la Rome antique.
Pour toi, comment est-ce que apprendre à vivre avec la mort, ça peut nous aider à mieux vivre tout court? Alors, j'aime beaucoup cette idée, hein. C'est ce qu'on trouve aussi dans la culture mexicaine. Je dis ça parce qu'il y a peu, il y avait ce jour, Dia de Muertos. Et la communauté mexicaine ici s'est réunie. Et c'est incroyable. C'est une fête, en fait. Et c'est une fête, bien sûr qu'on est triste des personnes qui sont parties, mais en même temps, ça nous connecte à des personnes importantes, ça nous connecte à l'essentiel. Et Octavio Paz, il a une citation que j'aime vraiment beaucoup et qui dit que pour l'habitant de Paris, de New York et de Londres, la mort est ce mot qu'on ne prononce jamais parce qu'il brûle nos lèvres. Et pour le Mexicain ou la Mexicaine, en revanche, il la fréquente, la raille, la brave, dort avec, la fête. Et je crois qu'il y a là une relation tellement différente à la mort, comme cet écrivain, qui est de nous rappeler, me rappeler de ma mort, c'est de me rappeler, d'une part, que je suis en vie, hein. Ça me rappelle la préciosité de la vie, en fait. Un exemple très simple, c'est le fait d'en vouloir à quelqu'un que j'aime. Et ça a changé dans ma vie. Je me dis toujours, voilà, si j'en veux à quelqu'un, et ce sont des émotions naturelles, mais plus jamais aujourd'hui je ne vais me coucher avec cette émotion-là. Parce que je me dis, je pourrais ne pas me réveiller demain, et c'est réel. Et donc si, voilà, je me couche dans cette émotion, et que j'ai pas fait la paix avec cette personne qui est importante pour moi, et je me réveille pas demain, ça serait vraiment quelque chose de terrible que je fais. Ça serait vraiment le contraire d'un cadeau. Et beaucoup des personnes qui sont décédées, eh bien, ne savaient pas qu'elles allaient mourir. Et j'ai aussi le sentiment, dans ce paradoxe auquel nous invitent toutes ces réflexions philosophiques, ce n'est pas l'idée de se dire je vais brûler la chandelle par les deux bouts, mais c'est en même temps un rappel de me dire voilà, tu pourrais mourir demain, et en même temps tu peux vivre comme une immortelle. Et donc pouvoir avoir les deux en même temps, avoir cette tranquillité, comme si j'allais vivre pour toujours, et puis avoir cette conscience, cette intensité de me dire mais tu peux réellement mourir demain. Et comment on fait pour réconcilier les deux? Ça, je ne sais pas. Je suis sûr que chacune des personnes qui nous écoutent a son propre chemin pour réconcilier ces deux dimensions. J'étais surpris en lisant le livre à quel point tous les bienfaits qu'il peut y avoir d'apprivoiser davantage la mort. Il y a ce qu'on a évoqué qui est un peu plus évident, effectivement, d'avoir plus de gratitude, de vivre dans le moment présent, d'arrêter de se prendre la tête avec des choses pas essentielles. Mais il y a aussi des études qui ont montré qu'être en lien avec la mort, même inconsciemment, par exemple en marchant près d'un cimetière ou peut-être en côtoyant des personnes âgées, t'es plus enclin à être altruiste ou écolo, oui, où tu fais des meilleurs choix pour ta santé. Par exemple, tu fais plus de sport, ou tu vas moins fumer, parce que j'imagine que tu es plus relié aux conséquences de tes actions, à condition évidemment d'avoir accès à une nourriture saine ou à la possibilité de faire du sport, etc. On est toujours dans un système. Mais du coup, en fait, être plus en lien avec la mort, c'est bourré d'effets positifs indirects, j'ai l'impression. Oui, et on pourrait dire la métaphore que j'aime bien utiliser, c'est celle de la boussole. Okay. C'est que chacun d'entre nous, on a cette boussole intérieure qui nous dit, tiens, est-ce que tu marches de manière cohérente avec la direction de ta vie? Personne ne peut savoir, mais c'est qu'est-ce qui est important pour moi, qui n'est pas un objectif. C'est vraiment ce que j'aime beaucoup. La boussole, c'est pas un GPS. Il n'y a pas quelqu'un qui nous dit, il y a un seul endroit, tu dois passer par là ou par là. À part c'est le logo de l'émission. Ah, mais c'est génial. J'aime beaucoup. C'est ça le sens, non, hein? C'est la boussole du sens. C'est pas comme une société de consommation qui nous dit, voilà, j'ai la solution pour toi, et consomme plus ou fais ce que je te dis. Non, c'est une invitation à venir. Et la proximité de la mort, elle fonctionne comme un rappel de la boussole. Et donc, elle nous connecte à ce qu'on peut rappeler nos valeurs, nos directions de vie, ce qui est essentiel. Et donc, naturellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'aligner lorsqu'on est en proximité de cette... Alors, bien sûr, en proximité apaisée de la mort. Lorsqu'on peut se reconnecter de manière apaisée. Et donc, c'est en ça que la fréquentation d'un cimetière est quelque chose de beau. Et que dans beaucoup de traditions spirituelles et philosophiques, on allait méditer dans les cimetières. Et donc, voilà. Et c'est une bonne nouvelle de se dire que lorsqu'on est connecté à la boussole, on est davantage altruiste. Comme tu l'as dit, plus de comportements pro-environnementaux. Et le contraire est assez terrible, non? Le déni de la mort, on peut penser qu'il est relié à notre déni climatique. C'est comme, je n'ai pas pu m'apaiser avec l'idée de ma propre finitude, alors je préfère croire à une histoire qu'on invente et qui dit, mais non, jusqu'ici tout va bien. On est en train de tomber, et là jusqu'ici tout va bien, alors que si on ouvre... Mars, on n'a pas besoin des autres espèces vivantes. Voilà. J'avais envie de faire un épisode sur la mort pour deux raisons. D'abord parce que
Si tu es en quête de sens, pour moi, tu es un peu obligé de t'intéresser à la mort. C'est parce que je sais que je vais mourir ou que j'ai perdu un proche que voilà, je me demande si la vie a un sens, notamment. Mmh. Et le pire pour moi, c'est pas tellement de mourir, c'est de mourir sans avoir vécu, d'avoir traversé ma vie comme un fantôme en me laissant porter. Mmh. Ça, c'est le point de départ de mon projet. C'était en école de commerce. J'étais terrorisé à l'idée de me réveiller à 40 ans dans un job sans plus, qui me plaisait pas plus que ça, et de me dire, mais où est-ce qu'elle est passée ma vie? Et c'est justement un des principaux regrets des mourants, avoir vécu pour les autres et pas assez pour soi, ou ne pas oser dire je t'aime, par exemple. Oui. Donc je trouve que c'est une super question de se demander, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui que tu regretteras demain? Qu'est-ce que tu regrettes oui, et agir dessus. Et est-ce que tu penses que si on est plus en lien avec la mort, on a moins de regrets? Oui. C'est joli ce que tu dis sur ce qui t'a amené, le feu qui t'a poussé à t'engager, en se disant il vaut mieux quelque part avoir quelques remords parfois, parce qu'on peut se tromper, c'est ça l'histoire de la vie, que d'avoir des regrets de pas s'être lancé en fait. Et je crois que oui, c'est cette proximité de la mort nous permet ça. Elle nous réveille au fond. Elle réveille. Je me souviens de Christophe Fauré, qui est un des auteurs de ce livre, Oui. et d'une méditation qu'il avait faite lors de journées qu'on avait organisées. Et ce qu'il avait proposé, c'était, et j'avais vraiment joué le jeu, c'est de s'imaginer sur son lit de mort. On était vraiment en train de mourir, de le faire vraiment, et d'imaginer justement, comme tu le dis, tous les regrets qu'on avait. Et je trouvais ça tellement puissant, comme moyen de discriminer, la discrimination de ce qui était essentiel. Alors je m'étais dit, tiens, je suis là, qu'est-ce que je regrette? Et c'était très éclairant. Je m'intéresse beaucoup à la science et aux recherches scientifiques, mais sur mon lit de mort, avoir écrit ou pas un nouvel article, c'était pas du tout un regret que j'avais. Et donc c'était très intéressant. Je me suis dit, tiens, la personne avec qui je vis et qui je partage tellement de projets, ma compagne, là il y avait un regret. Je me suis dit de pas avoir consacré assez de temps. Et donc c'était intéressant de me dire, voilà, ça paraît banal, mais là sur le lit de mort, on ne triche pas. Et en même temps, si je peux me permettre, restons modestes par rapport aux exercices que l'on fait, ils sont utiles, et je ne pense pas que ça soit, qu'on puisse dire c'est exactement comme ça que je réagirais à la question de la mort. Moi, je me suis retrouvé déjà à penser vraiment que j'allais mourir, pas juste par un exercice, et je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait la même chose. Parce que tu étais malade ou t'as eu des... Oui, dans deux circonstances. Une où j'ai eu un problème respiratoire, au milieu de la nuit, et la respiration devenait très difficile. Et moi qui pratique, qui ai des pratiques justement basées sur être attentif par la méditation au souffle, le souffle qui nous dit toujours en ce moment je suis en vie. Et là tout à coup, l'endroit qui était mon endroit de refuge ne fonctionnait pas bien. Ouais. Et donc c'était très intéressant. Et là, voilà, je me suis dit il est possible que je meure. Et disons que j'étais quand même dans une tristesse de ce que je laissais derrière moi, de laisser notre fille, des choses que je laissais derrière moi. Et je me suis surtout rendu compte que c'était très différent de volontairement choisir d'aller vers la mort dans une pratique, une réflexion philosophique, ou d'avoir tout à coup la mort qui vient vers moi sans que je lui demande de venir. Alors je pense que la pratique d'y aller volontairement nous prépare d'une certaine manière, mais c'est très différent. Ouais. La deuxième raison pour laquelle je voulais vous parler de la mort, c'est, on l'a évoqué un peu, mais lié à l'écologie. Quand tu prends conscience de à quel point, on détruit sur la vie sur Terre, des questions d'effondrement, t'as pas juste peur pour le climat, les pandas et les gens à l'autre bout du monde. Enfin, t'as peur pour la vie de ta famille, les gens que t'aimes, et potentiellement pour ta propre survie, sans virer dans un catastrophisme non plus. Alors, ça m'a plu que tu partages ce dessin avec Snoopy, où Charlie Brown, il dit un jour, nous allons tous mourir. Et Snoopy qui répond oui, mais tous les autres jours, nous allons vivre. Et je me demandais, toi, pourquoi ça te tient à cœur de parler de la mort? Parce que parler de la mort, en réalité, c'est parler de la vie. C'est en ça que je trouve ça tellement puissant. Parler de la mort en même temps, c'est parler de l'essentiel, c'est parler de ce qui nous relie, c'est parler de ce qui donne du goût à notre existence, et de ce qui nous donne envie d'être pleinement vivante. Et donc, à nouveau, je reviens à Snoopy, c'est oui, la mort est là, mais qu'est-ce que nous pouvons faire alors que nous sommes encore en vie? Alors que là, en ce moment, ça respire en nous, et qu'on a cette possibilité de faire quelque chose. Comment fait-on pour ne pas attendre d'être justement peut-être à l'antichambre de la mort pour nous dire, voilà, quelles sont toutes ces choses essentielles que j'ai négligées peut-être? Peut-être que je me suis laissé prendre par la comparaison sociale, par le statut, par une certaine forme de toutes ces valeurs qu'on appelle extrinsèques, qui sont reliées à l'extérieur, et que j'ai oublié au fond,
que ce qui me fait vraiment vibrer, comme toi, hein, ce qui t'a amené dans ton projet, c'est autre chose. Un peu comme si je m'étais endormi dans une forme d'hypnose dans laquelle il y a une composante sociale, bien sûr, de ce que la société me dit, qui me rendrait heureux ou pas. Il y a une composante personnelle, de conditionnement, de toutes mes peurs qui m'empêchent d'avancer peut-être, mes peurs, mes envies, mes désirs et tout ça. Et peut-être qu'il y a là une possibilité d'un réveil. Comment est-ce que je me réveille comme d'un rêve pour venir au monde? Et pour moi, il y a rien de, j'allais dire, de mystico-gazeux, comme je dirais là-dedans. C'est très simple. Ce réveil m'amène à être davantage présent aux choses simples de la vie, au sourire de quelqu'un de proche, ou même au sourire d'une personne inconnue, m'amène à être davantage proche de comment je peux aider quelqu'un dans mon propre environnement, sans faire toute une histoire, en fait. C'est tout simple, mais tellement évident. Et alors, la vie prend tout un goût différent, beaucoup plus réel, au fond. La vie devient plus réelle, et j'ai aussi davantage cet élan à la protéger. Et je crois qu'alors, pour revenir à l'environnement, c'est pas une question morale dans le sens de la morale de quelqu'un qui me dit « pas bien, Ilios, d'abîmer, il faut que tu protèges » parce que c'est une ouverture, c'est un élan intérieur, au fond. Et je crois aussi que la proximité de la mort, j'ai l'impression pour moi, elle est fort liée à la question de l'interdépendance et du lien. Hein, si je reviens à l'exemple de la feuille qui tombe, qui pourrit, et de l'humus, et à nouveau là, la vie peut renaître. Et donc, tout est lié. C'est pas que je dois protéger la nature comme quelque chose d'extérieur. Je fais partie de la nature. J'en suis une partie. Et si je prends vraiment conscience de cette interrelation avec les autres humaines et humains, avec les autres qu'humains, et avec le reste du vivant, ça m'amène peut-être un petit peu plus à prendre soin, voilà, parce que c'est la maison commune. Et que, bien sûr, dans une maison commune, tout n'est pas facile, hein. Je vais pas idéaliser. Dans une maison commune, il y a des questions de territoire, de mon espace, ton espace, comment est-ce qu'on partage les choses. Parfois, je suis pas content, je râle avec les gens que j'aime. Donc, voilà, c'est pas idéalisé. Il y a tout ça. Mais est-ce que ce n'est pas différent de prendre soin d'une maison commune? Voilà, le bon voisinage, en fait, plutôt que tu dois faire quelque chose. Et alors, il y a toutes ces questions de dissonance cognitive. Alors, il y a les croyances, les choses auxquelles on croit ou pas, et c'est tellement plus compliqué. Du coup, en préparant l'interview, je me suis demandé, mais c'est quoi, moi, mon rapport à la mort? Et je me suis rendu compte qu'il y a deux choses dont on parle de temps en temps avec ma femme. La première, c'est que je m'en suis rendu compte qu'en vrai, j'ai plus peur de souffrir que de mourir. Donc, ça m'a donné envie de réfléchir à, voilà, est-ce que je préfère être un légume à 90 ans ou est-ce que je préfère mourir? Et surtout, une fois que j'aurai clarifié ça, le dire clairement à ma famille. Mais aussi, grâce à ton livre, j'ai découvert le testament de vie, donc une déclaration écrite pour préciser ce genre de souhait, justement pour ta fin de vie, qui peut aider les médecins si tu perds la boule ou si tu es inconscient. Et deux, on en rigole souvent dans mon couple, mais moi j'ai peur de partir en deuxième, en dernier, même de voir tous mes amis, ma famille et surtout ma chérie partir avant moi. De me dire qu'il y en a un des deux qui va finir seul avec le deuil de l'autre à gérer, je trouve ça lourd. Et du coup, ça me fait réfléchir aussi aux questions d'habitat partagé, si je voudrais déménager pour vivre dans la même ville que mes frères et sœurs en vieillissant, etc. Toi, Ilios, c'est quoi ton rapport personnel à la mort? Alors, je te permets de rebondir juste au tien d'abord. Avec plaisir, ouais. Ce que je trouve qui est beau, c'est que il y a déjà dans ton rapport une forme de décentration. Parce qu'on pourrait se dire que, voilà, le premier rapport à la mort, même si on ne le dit pas, c'est juste nous et nous, et donc j'ai peur de plus exister, j'ai peur de mourir, et donc il y a même des études qui montrent que on a tellement peur de ne pas exister, c'est pour ça qu'on s'intéresse aux célébrités. Ce qui est dingue, en fait, moi ça m'a frappé, on l'a mis dans le livre, c'est que le culte de la célébrité, c'est au fond se dire je vais exister un peu plus longtemps au travers de quelqu'un d'autre. C'est un petit peu dramatique parce que c'est pas parce que toi tu partages le contraire en disant non, moi ce que j'aimerais bien c'est que ne souffrent pas des personnes déjà, j'ai pas envie que ces personnes elles restent à souffrir. Ici le culte de la célébrité c'est l'immortalité par procuration. Oui. C'est peut-être un peu les travers de nos sociétés, de la télé-réalité, de tout ça, de ce consumérisme de la célébrité. Donc je trouvais ça beau ta relation qui était plus une forme d'authenticité, décentrée déjà. Merci. Pour moi, le rapport à la mort a vraiment changé lorsque notre fille est arrivée. Okay. Je m'en suis rendu compte, il y avait vraiment quelque chose. Elle a quel âge? Elle a 8 ans. Ok. Oui, parce que je sais pas si t'es belge, mais tu es en Belgique, donc d'où le 8. Tout à fait. C'est vrai qu'en français, je devrais dire 8. Mais non, mais il y a aussi des Belges qui nous écoutent, donc on peut dire 8.
mais pour que tout le monde me comprenne. Et donc, ça a fort changé le rapport à la mort. La différence, c'est que là, tout à coup, je me suis rendu compte à quel point j'étais quand même assez centré, pas si décentré que ça, centré sur moi-même, puisque là, je me dis tout à coup, il y a quelqu'un pour qui il est important que je sois là, que je puisse lui être utile, je puisse lui amener, voilà, un support. Alors bien sûr, je suis pas essentiel parce qu'elle vivra même si je suis pas là, mais c'est important. Et donc l'idée que je parte sans lui avoir eu le temps de transmettre certaines choses, pour moi, c'est un facteur de Oui. tristesse, évidemment. C'est pas vraiment une question, mais le truc que je retiens de ton livre, c'est les 4 choses à dire pour accompagner un mourant dans le chapitre du psychiatre Christophe Fauré qu'on a évoqué. Je t'aime, merci, ne t'inquiète pas, et tu es libre de partir. Mm-hmm. Et je trouve que c'est tellement simple et tellement quelque chose qu'on devrait apprendre aux gens, en fait. Enfin... Et je crois que pour les vivants que nous sommes, nous rappeler que de dire je t'aime, c'est le faire aussi aujourd'hui, le faire vraiment avec authenticité tant que la personne est vivante. Merci de pouvoir le faire tant que la personne est vivante. Et puis évidemment, ne t'inquiète pas, c'est tellement belle parole pour laisser partir la personne ici. Ce que je dirais, c'est s'excuser, pardon, s'excuser. Ça me paraît être pour les vivants quelque chose qu'on oublie parfois. Est-ce que je peux, voilà, laisser tomber la fierté, l'amour-propre, justement parce que je ne sais pas le temps qu'il m'est donné, et donc d'être capable de laisser tomber cette chose tellement pas essentielle et pouvoir s'excuser. Je suis en train d'être tout ému parce que mon rêve à un moment, quand j'étais justement en dépression en école de commerce, c'était de devenir prof de philo. Et du coup, là, je suis trop touché d'avoir ce moment-là pour parler de ces sujets aussi importants qui me semblent essentiels et d'avoir de la gratitude pour, à la fois pour les gens qui nous écoutent, qui me permettent d'aborder ces sujets sur le sens de la vie et à la fois d'avoir ce moment avec toi. Donc, merci. Ce que je trouve de génial, c'est touchant ce que tu dis, ce que tu partages là, c'est que au fond, j'ai l'impression que c'est ce que tu fais, ce que tu voulais. Parce que j'ai le sentiment que la question de la mort, c'est aussi celle de la vie, celle de l'enfance. Qu'est-ce que je veux vraiment faire, au fait, vraiment, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Et au fond, prof de philo, oui, mais c'est ce que tu fais, non? Parce que la philosophie, cet amour de la sagesse, c'est ce que tu partages, j'ai l'impression, dans tes podcasts, cet amour de l'essentiel. Ah bah oui, j'essaie de l'insuffler carrément. Donc... Mais disons qu'il y a une espèce de, quand tu parles d'écologie, voilà, on peut vite sur quelque chose d'extérieur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi et surtout les gens qui sont derrière et comment ils l'incarnent. Et bien sûr que je suis sensible à l'écologie et tout ça, mais c'est surtout le sens derrière qui me touche le plus, quoi. Oui, ça donne de la chair, ça donne de l'incarnation. Et d'ailleurs, tu parlais de sens. Il y a, on pourrait dire, le sens en termes de direction, la boussole de la vie, le sens en termes de signification, qu'est-ce que ça représente vraiment pour moi, et puis le sens dans l'incarnation, le sens en termes de sensation. Et j'ai l'impression que c'est ça l'invitation aussi, c'est de revenir, et que c'est en ça que la méditation pour moi, plutôt que d'être un truc qui nous éloigne de la vie, c'est le contraire. Ça nous invite à nous incarner dans le corps. La méditation, on a cinq portes, les 5 sens, pour vivre la vie de manière plus directe et pas seulement au travers de nos préjugés, de nos pensées, de nos peurs, de nos envies. Et donc, le fait d'être davantage vraiment là, avec notre enfant, notre conjoint, l'arbre, la nourriture, tout, ça donne aussi du sens pour moi. La présence, c'est un facteur de sens. Ouais. C'est marrant parce que j'avais eu la chance d'interviewer Frédéric Lenoir et c'était la première fois que j'entendais aussi effectivement le sens et la direction et la signification. Mais là, tu fais encore mieux, t'as rajouté la sensation et j'avais pas du tout pensé, donc c'est trop intéressant. Je me dis des fois que je suis peut-être bizarre, mais j'ai vraiment envie de préparer ma mort pour donner tel objet à tel ami ou tel truc à ma mère, ou pour faire le tri dans mes affaires et que ce soit simple pour eux, pour pas leur ajouter ou dans mes trucs administratifs, pour pas leur ajouter des montagnes de travail et d'emmerdes, ou décider en amont, de donner une partie de mon argent à des assos, à des associations, et combien. Réfléchir évidemment si j'ai envie d'être enterré ou incinéré ou composté, et surtout où, parce que nous, notre famille, elle est un peu partout, donc voilà. Bien sûr que j'ai envie que ça ait du sens au niveau écologique, mais aussi que si les gens ont envie de me rendre visite, qu'ils puissent. Et au-delà que
du fait que ça puisse être utile si je meurs. Je trouve ça hyper intéressant, l'exercice de faire son testament, même si j'ai que 32 ans. Je trouve que ça ramène à l'essentiel et à la question de l'héritage et la question de l'héritage qu'on veut laisser, quoi. Selon toi, comment est-ce qu'on peut préparer sa mort? Je trouve déjà ça une manière très lucide de rapport à la vie, comme je ne sais pas quand je mourrai, de pouvoir le préparer, n'a rien de morbide, et ça revient, j'ai l'impression chez toi, ta préoccupation de ne pas être un poids pour les autres ou ne pas les faire souffrir, parce que c'est vrai, cette question peut être très compliquée, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais les personnes qui seront là et qui nous aiment, elles savent pas quoi faire à ce moment-là, et donc ça peut être très préoccupant de ne pas savoir, et donc je pense que c'est une belle manière de se dire, c'est un beau rappel, comment prendre soin, c'est aussi déjà penser à ça qui peut nous arriver, donc c'est... Mon papa accumule beaucoup de choses, donc on en parle de temps en temps et on le chambre dessus, mais du coup, le fait de transmettre plein d'affaires où on doit faire le tri, c'est un sujet de discussion. C'est l'idée de l'impermanence, en fait. Hein. Tout est impermanent, tout change tout le temps, et donc être pleinement conscient de l'impermanence, ça nous amène à ce que tu dis là, à préparer déjà notre mort. Et moi, je vois préparer la mort de beaucoup de manières différentes, mais en fait, c'est ce que tu racontes, j'ai l'impression, dans ce podcast depuis le début. Préparer la mort, c'est déjà savoir qu'on peut mourir n'importe quand, et c'est de bien vivre notre vie. Préparer la mort, c'est comment est-ce que j'incarne ce qui est important pour moi, joyeusement, en fait, aujourd'hui, puisque je pourrais mourir. Donc, préparer la mort, c'est aussi comment je prends soin des autres, de l'essentiel, de ce qui compte, bien sûr. Et puis, préparer la mort, c'est comme je ne sais pas quand elle viendra, c'est comment je fais pour déjà penser à ce qui se passe quand je ne serai pas là. Donc, je pense que tu as balayé différentes dimensions de cette préparation possible à la mort. Et puis, c'est possible aussi, après, chacune est différente. J'ai des amis ici qui ont un endroit, une ancienne carrière, et qui l'ont reconverti en endroit, justement, il y a des gens de stèles, et on peut déjà aller à l'avance, quand on est vivante et vivant, choisir l'endroit où on sera, la personne qui sera à côté de nous, donc à quelle distance on veut la mettre, on peut déjà choisir une décoration, on peut choisir une phrase, et je trouvais ça joli, en fait. Ça permet de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de laisser? Ça simplifie les choses pour les personnes qui restent, et ça nous permet déjà d'y réfléchir. Ça, c'est en Belgique? Oui, c'est en Belgique. Ok. C'est trop intéressant parce que ta première réponse, ça m'a fait réaliser à quel point, non, se préparer à la mort, moi, je pense tout de suite à un truc un peu logistique, matériel, et non, c'est vrai qu'avant ça, effectivement, il y a qu'est-ce que je fais effectivement du temps qui me reste, tout simplement, comment je soigne mes relations, et revenir peut-être à ce qu'on disait avant, effectivement, d'oser dire qu'on aime, d'oser réparer ce qui a été brisé. Oui. Et ouais, c'est quand même bien plus important que les détails logistiques d'un enterrement, quoi. Oui, en même temps, j'ai l'impression que c'est pas les deux sont importants, parce que le fait d'avoir pensé aux détails logistiques, ça montre que je suis en train de me rendre compte vraiment de l'impermanence. Parce que sinon, je pourrais, moi, me dire, oui, je vis ma vie, j'y pense, mais en réalité, j'évite, par exemple, de me confronter aux détails logistiques, parce que ça serait un peu trop concret, peut-être, sur ma mort. Oui, peut-être. Donc, je pense que c'est pas aussi anecdotique que cela. Ouais. Et les deux, c'est, comme tu le dis très bien, c'est comment ma vie, je peux la vivre davantage en accord avec l'essentiel, en me rendant compte que ça change. La boussole, c'est pas comme si tout à coup... Elle bouge souvent. Voilà. C'est pas déterminé une fois pour toutes, ça serait un peu trop simple. Et il y a quelqu'un qui est vraiment... Alors, pas parmi les autrices, auteurs, par rapport à la question de la mort, c'est Etty Hillesum, qui, dans l'antichambre de la mort, en fait, d'un camp de concentration, elle nous propose le fait que si on intègre la question de la mort dans la vie, c'est une manière d'élargir la vie. Alors que si je refuse la mort, au fond, je refuse d'accepter, je vais réduire ma vie, en fait. Ma vie est mutilée, ma vie devient petite. Et donc, elle parle de ce grand paradoxe. J'exclus la mort de ma vie est moins complète. J'accueille la mort dans ma vie devient plus riche, elle est plus enrichie. Donc, c'est vraiment une très belle personne. Et puis, je pensais aussi à Viktor Frankl, qui est un médecin juif autrichien, et qui, lui, a fréquenté la mort dans les camps de concentration. Très, très beau livre, donner un sens à sa vie. Et lui, il raconte aussi que les personnes qui mouraient les premières n'étaient pas celles qui étaient toujours les plus fragiles et les plus âgées, mais celles qui avaient plus de sens, au fond, dans un endroit aussi horrible. Il raconte comment lui, ce qui lui le tenait debout, c'était cette question du sens, comment il allait partager ce qu'il avait vécu.
pour pouvoir aider d'autres personnes. Et on raconte un épisode de sa vie où il est avec les personnes dont il prend soin. Il y a une évasion qui se prépare et on lui propose d'en faire partie. Évidemment, il est d'accord. Hein, comment ne pas avoir envie de sortir de l'horreur? Et là, il y a quelqu'un de très très faible qui le regarde et qui lui dit « Je sens que toi aussi tu m'abandonnes ». Et à ce moment-là, la question qui lui est posée à nouveau « Tiens, mais elle est où ta boussole ?» Il décide de rester. Et non pas comme leçon de ce qu'il faudrait faire, mais ce qui lui est essentiel. Et alors il va survivre. Il va apprendre que sa femme et ses parents étaient assassinés dans les camps pendant ce temps-là aussi, donc une vie vraiment terrible. Et avec tout ça, en sortant, il réussit, et moi je trouve ça très émouvant, à mettre sa vie au service des autres et avoir une vie qui a été apparemment une vie très belle et avec tellement de choses qu'il a vécues. Et ce qu'il dit, lui disait qu'il n'y a pas un sens qui est donné pour chacun et chacune. C'est chacun et chacune d'entre nous qui peuvent trouver cette réponse à la question de la vie. Et je crois que Kennedy, en fait, lui a un peu piqué cette formule parce que quand il disait ne demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, et Frankl disait ne demandez pas à la vie le sens qu'elle a pour vous, mais imaginez que c'est la vie qui vous interroge à chaque heure, à chaque seconde, et qu'elle nous interroge en disant quel sens peux-tu apporter à la vie? Trop bien, c'est hyper riche. Je serais très curieux que vous nous dites un truc que vous retenez de cet épisode en commentaire YouTube ou en story Instagram @soif de sens et Elios Kotsou. Pour continuer, dans le livre, tu mets en avant des initiatives, enfin, vous mettez en avant des initiatives pour mieux apprivoiser la mort. J'en ai noté 2. Les coopératives funéraires qui placent l'humain au centre et pas le profit, donc avec des prix plus abordables. Tu as aussi des services pour mieux vivre le deuil, y compris avant un décès et dans les mois qui suivent. Et l'autre initiative pour mieux apprivoiser la mort, que je trouve trop bien, c'est les cafés mortels ou les apéros de la mort. C'est des rendez-vous pour échanger librement sur des questions comme comment tu aimerais mourir ou comment se préparer, mais aussi effectivement avoir un safe space pour parler de la perte d'un proche ou de sa maladie. Et je trouve ça génial. Est-ce que tu as eu l'occasion de participer à un café mortel? Alors, j'ai pas eu l'occasion et je devrais le faire parce que l'idée comme toi me plaît beaucoup. Je pensais à une autre initiative qui pourrait être faite dans tellement d'autres endroits, les arbres du souvenir, et qui là aussi, c'est quoi? Les arbres du souvenir, donc c'est une jeune femme qui a créé un espace, une forêt, et ce qu'elle a pensé, c'est se dire comment est-ce que je peux mettre ça en lien avec cette question d'apprivoiser la mort. Ouais. Et ce qu'elle fait, c'est que on peut, lorsque quelqu'un est décédé, on peut le faire avant, dans ces arbres du souvenir. Elle a appelé ça les arbres du souvenir, donc c'est un lieu de recueillement. Et donc il n'y a pas de stèle, il n'y a pas de trucs funéraires, mais ce sont des arbres, de la mousse, du vivant. Et on peut choisir un arbre juste pour sa famille, juste pour soi, pour quelqu'un qu'on aime, ou on peut partager un arbre. Et quand la personne est incinérée, on va amener là les cendres de la personne. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'alors on peut aussi aller parler à l'arbre, les enfants peuvent aller grimper dans l'arbre, et donc il y a la vie et la mort sont encore là ensemble. Merci beaucoup Elios pour cet échange. Vous pouvez retrouver donc ton livre Quand la mort éclaire la vie, ça s'appelle aux éditions Iconoclast, partout en librairie. Et si cet épisode vous a plu, je vous conseille vraiment celui avec Christophe André sur comment consoler les humains, notamment face au deuil, mais aussi aux épreuves en général. Merci Elios, ciao tout le monde. Au revoir. Merci.